Minocratie et avortement. Ceci est un premier épisode de réponse aux arguments que l'on m'oppose lorsque je présente l'idée de la minocratie autour de moi. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à aller écouter la lecture complète du texte initial qui présente le concept de minocratie en tant que tel. Vous la trouverez sur Instagram, sur YouTube ou sur Deezer. Pour en faire un rappel rapide cependant, et contextualiser ce que je vais dire, il s'agit d'un système de prise de décision politique où, plutôt que de se référer au choix de dirigeants, à la majorité des voix exprimées ou à un consensus, on applique aveuglément le choix des personnes qui subissent une inégalité, à condition que celui-ci remplisse deux conditions fondamentales. À savoir, ne pas proposer quoi que ce soit qui puisse empêcher d'autres personnes subissant des inégalités de réclamer des réformes à leur tour de l'exacte même manière, ou d'imposer à d'autres que soi-même des conséquences qui ne soient pas immédiatement réversibles par une autre décision politique. Et c'est justement autour de cette dernière règle, sur la question des conséquences irréversibles que l'on ne peut pas imposer aux autres, que se situe le nœud du problème en minocratie en ce qui concerne l'avortement. De fait, si on ne peut pas prendre de décision politique qui impose des conséquences irréversibles à autrui, comment légiférer sur la question de l'avortement dans la mesure où les conséquences sur les fœtus sont évidemment totalement irréversibles ? On peut même aller plus loin et dire que ça contrevient aussi à l'autre règle concernant le fait d'empêcher des personnes en situation de subir des inégalités de revendiquer des réformes, dans la mesure où, étant morts, les fœtus ne peuvent plus revendiquer quoi que ce soit. Et oui, dans le cadre de cette argumentation, je ne vais même pas essayer de me poser la question de savoir si les fœtus sont effectivement vivants ou non. Je vais partir du principe qu'ils le sont, qu'ils ont des droits et que, puisqu'ils ne peuvent évidemment pas les défendre par eux-mêmes, des personnes le font à leur place. Tout simplement parce que, dans les faits, c'est bien ce qu'il se passera de toute manière. Des gens vont venir essayer de défendre les droits des fœtus, et c'est cela qui va poser problème dans le système minocratique que je propose. De fait, ce qu'il va se passer, à partir du moment où vous voudrez faire une loi pour légaliser l'avortement, voire le rendre accessible à toutes les personnes qui en ont besoin, c'est qu'il y aura des gens pour venir argumenter que c'est impossible en raison des règles fondamentales même de la minocratie, puisque cela revient à imposer des dégâts irréversibles sur les fœtus. Et ces gens feront donc systématiquement échouer toute revendication visant à légaliser l'avortement ou à le rendre plus accessible. Du coup, en apparence, et ce qui m'a été opposé comme argument, c'est qu'en minocratie, il devient en fait impossible d'instaurer un droit aussi fondamental que le droit à l'avortement, parce qu'il suppose des dommages irréversibles. Sauf que, c'est oublier que ce faisant, les personnes qui défendent les droits des fœtus créent en réalité une autre inégalité, qui est à mon avis le véritable cœur de la question. En effet, on a tendance, en ce qui concerne l'avortement, à se concentrer sur un débat moral entre le bien du fœtus et le bien de la personne qu'il porte. Comment choisir entre ces deux intérêts contraires ? L'un a besoin de vivre, l'autre de disposer de son corps, lequel prévaut sur l'autre, etc. Mais en réalité, pour moi, c'est pas du tout la question. Et au final, peu importe qu'on décide qu'il faille faire vivre les fœtus ou laisser les gens disposer de leur corps. Le véritable cœur du problème est ailleurs. En fait, le problème, c'est qu'il y a une partie de la population, une partie des individus qui composent notre société, qui sont exposés à un risque bien réel, celui de subir des grossesses non désirées. Et puisque c'est quelque chose qui n'est pas désiré, il faut prendre des mesures pour réduire ce risque au maximum d'une part, mais aussi pour savoir quoi faire lorsque ça arrive, à savoir comment diminuer au maximum les conséquences négatives de la grossesse pour la personne concernée. Mais dans tous les cas, et quelle que soit la nature de ces réformes, celles-ci vont avoir un coût. C'est-à-dire que, pour les mettre en place, il va falloir déployer des moyens, des ressources, de l'énergie, du temps, et faire subir des souffrances à quelqu'un. Et ça, on ne peut pas y déroger, tout simplement parce que le risque des grossesses non désirées est une réalité biologique de notre espèce contre laquelle nous ne pouvons strictement rien. Et pour moi, la véritable question qui se pose à ce sujet, ce n'est pas tellement quelle va être la nature des réformes qui vont être implémentées pour adresser ce risque, puisque de toute manière il faudra des réformes, mais bien, qui en paiera le coût ? Est-ce que ce sont les fœtus ? Est-ce que ce sont les personnes qui les portent ? Ou est-ce que ce sera toutes les autres personnes qui ne sont pas concernées par ce risque ?
Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si l'on interdit l'avortement, ou que l'on bloque toutes les législations en ce sens pour éviter que le coût s'impose au fœtus, on fait en réalité payer un coût considérable en souffrance, en temps et en énergie aux personnes qui vont subir la grossesse. Et à partir de là, on crée une inégalité de fait entre ces personnes et tout le reste de la société. Or, je le rappelle, en minocratie, les personnes qui subissent les inégalités sont celles qui ont le pouvoir de légiférer, ce qui revient à dire que, dans cette situation, les personnes qui subissent des grossesses non désirées, voire simplement celles pour qui ce risque est réel, se retrouveront de fait avec le pouvoir de prendre toutes les mesures qu'elles désirent pour compenser l'énorme coût qu'on leur impose. Et même si les règles de la minocratie les empêchent de prendre des mesures irréversibles pour les autres, et donc de légaliser l'avortement en considérant les conséquences sur les fœtus, cela leur laisse un panel de possibilités assez dantesques de mesures à prendre pour tenter d'assurer une égalité réelle à ce propos. On peut bien évidemment imaginer des compensations matérielles importantes pour avoir à subir ces grossesses, ce qui pourrait déjà commencer à faire grincer quelques dents. Mais en réalité, allons plus loin. Pourquoi ne pas décider de faire emprisonner les pères des fœtus pendant 9 mois afin de partager en partie la douleur subie? Et d'ailleurs, pourquoi se contenter des pères et pas aussi de toutes les personnes qui ne sont pas concernées par ce risque? Ah, et pourquoi ne pas en plus imposer toute la charge de la contraception aux autres? Etc., etc. Tout cela n'a rien d'irréversible en soi et constitue donc un ensemble de réformes parfaitement acceptables. Bref, en minocratie, en refusant de légaliser l'avortement, vous donnez aux personnes qui risquent de subir ou subissent de fait des grossesses non désirées le pouvoir de rendre la situation insupportable pour absolument tout le monde, puisque c'est le seul moyen qu'il reste de rétablir l'égalité entre les individus qui composent la société. Et dans ces conditions, la question que je me pose moi, c'est, à votre avis, combien de temps encore avant que les personnes qui défendent les droits des fœtus cessent de le faire? En d'autres termes, combien de temps avant qu'on se rende compte que légaliser l'avortement et assurer l'accès à celui-ci est sans doute la seule politique viable pour une société réellement égalitaire? Et la bonne nouvelle, c'est qu'en minocratie, à partir du moment où l'avortement est légal, il devient absolument impossible de l'abroger. Car, de fait, cela reviendrait à faire une loi qui a des conséquences irréversibles sur autrui, à savoir le fait de subir des grossesses non désirées. Bien entendu, me direz-vous, cela fait porter le coup sur les fœtus, qui perdent absolument tout dans l'équation, ce qui devrait leur donner à eux le pouvoir de réclamer des lois pour tenter de renverser la balance. Sauf que, comme ils ne peuvent pas réclamer quoi que ce soit dans les faits, cela n'a pas de conséquences concrètes pour la société. Vous pouvez trouver ça ignoble, abominable, immoral. Mais rappelez-vous que l'alternative, dans une société égalitaire, et en l'état actuel des choses au niveau scientifique, c'est bien que vous, qui que vous soyez, souffriez abondamment pour que ces fœtus naissent et vivent. Et c'est cela qui, à mon sens, défendra le plus efficacement le droit à l'avortement en minocratie. Soit l'avortement est légal et assuré pour toutes les personnes qui en ont besoin, et le coût que tout un chacun paie est amoindri, sauf pour les fœtus qui sont en incapacité de se défendre, soit l'avortement est interdit, et le coût s'abattra mécaniquement sur absolument tout le monde, et causera des souffrances généralisées. À vous de voir ce que vous êtes prêt ou prête à sacrifier vous-même pour être moral au point de défendre le droit à vivre des fœtus, sachant qu'en minocratie, ce sacrifice ne sera pas théorique du tout, mais s'imposera concrètement à vous et à votre quotidien, et ce, qui que vous soyez. Bref, comme vous le voyez, je ne crois pas vraiment que la question de l'avortement invalide l'idée de minocratie, et je pense même que, dans un tel système, ce droit fondamental serait plus facilement défendu, du moins en théorie. Dans les faits, bien sûr, je n'ai aucune idée de comment les choses se passeraient vraiment, on n'a jamais essayé de mettre en place une minocratie où que ce soit, et peut-être que les choses se passeront très différemment de ce que je l'imagine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais de mon côté, ma conclusion est la suivante. Que ce soit dans le cadre de l'avortement ou d'autres questions similaires, où on nous dit qu'il faut choisir entre telle et telle catégorie de la population. Rappelez-vous que réduire le débat à ce dilemme moral est une tactique conservatrice des dominants et dominantes pour qu'on évite de se poser la vraie question, à savoir, peu importe ce qu'on décide de faire, comment on s'assure que le coût de cette situation soit équitablement réparti au sein de la société dans son ensemble. En d'autres termes, comment les personnes qui ne subissent pas le problème, et donc qui sont privilégiées, peuvent participer à le prévenir
ou à en assumer une partie des conséquences pour soulager celles qui le subissent. Et il me semble que l'aminocratie permet très justement de remettre mécaniquement cette question-là au centre du débat, à contrario des autres modèles de prise de décision politique.